Merci Herman. Madame, nous vous disons merci. Vous nous assurez que nous aurons une rentrée scolaire apaisée. Nous en sommes ravis. Nous attendons pouvoir parce que vous aimez discuter et je sais que vous allez discuter avec les enseignants. Merci madame. Alors, Maïsako, studio A, pour des préoccupations des téléspectateurs. Victorien, pour les préoccupations des téléspectateurs, nous avons tout d'abord un appel venant de M. Traoré. Il est enseignant à Abobo. Selon M. Traoré, Madame la ministre a dit que la majorité des écoles a été réhabilitée. Et selon lui, l'école Guinéré à Abobo est tellement délabrée, l'école est délabrée à telle enseigne qu'on ne peut même pas y donner des cours. À ce jour, les élèves n'ont pas encore intégré cette école. Il voudrait que la ministre se penche sur ce cas et il voudrait aussi que Madame la ministre donne son avis sur cette question. Monsieur Aka, lui, appelle de Boaké. Il s'interroge, il se demande pourquoi le lycée technique de Boaké n'est pas encore prêt. Les élèves sont encore à la maison à ce jour puisque l'école n'a pas encore été réhabilitée. Le troisième appelant se nomme Monsieur Kwadio Sey. Il appelle des Deux Plateaux. M. Kwadio Sey dit qu'il y a un déficit d'enseignants au lycée de Transua, c'est dans le Gontougo. Pour 2000 élèves, il n'y a que 14 enseignants et cela rend la situation très difficile et pour les élèves et pour les enseignants. Il voudrait attirer l'attention de Madame la ministre afin que quelque chose soit fait et qu'une solution puisse être trouvée pour cet établissement. La dernière intervenante, si vous voulez, c'est Madame Traoré. Elle appelle de Koumansi. Madame Traoré a des soucis pour inscrire son enfant en ligne. Lorsqu'elle essaie d'inscrire ses enfants, il s'agit de plusieurs enfants. Lorsque Madame Traoré essaie d'inscrire ses enfants en ligne, ces inscriptions sont rejetées faute de matricule. Ces enfants sont à leur domicile jusqu'à ce jour. Elle voudrait savoir ce que Madame la ministre a prévu dans ce cas, pour cette situation. Voilà pour les préoccupations pour l'instant. Ok. Madame? Oui, merci. Je voudrais remercier tous les téléspectateurs qui sont intervenus tout à l'heure. Nous n'avons jamais dit que la majorité des établissements ont été réhabilités. Je n'ai pas voulu faire l'état des lieux avant notre nomination à la tête du département. Mais je pense que tout le monde le sait. La majorité des établissements en Côte d'Ivoire ont été construits depuis des décennies. Malheureusement, en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas le sens de l'entretien. Donc, tous ces établissements sont pratiquement délabrés. En plus de cela, nous avons essayé depuis notre nomination, de procéder justement à la réhabilitation de ces établissements-là. Je vous ai dit, je vous ai même donné des chiffres, nous avons pu réhabiliter environ 4000 salles de classe, nous avons réhabilité 17 collèges et lycées et certains CAFOP. Il est évident que beaucoup de nos structures scolaires sont encore dans un état de délabrement très avancé. Malheureusement, nous essayons de faire ce que nous pouvons et donc nous comptons réhabiliter les établissements. Nous avons d'ailleurs programmé la réhabilitation d'environ 30 lycées et collèges et de dizaines d'écoles primaires. Cette année 2013 En 2014. 2014. Donc les études sont en cours. Et d'ailleurs, cela a été confié au BNET. Donc les choses vont se faire progressivement. Voilà. Donc il y a M. Aka de Boaké. Pourquoi le lycée technique de Boaké aussi? Bon, ça rentre un peu dans le mais. C'est l'enseignement technique. Je voudrais que vous disiez quelque chose là-dessus. Il faut savoir que le lycée technique de Boaké avait été délocalisé ici à Abidjan depuis 2003. Et fort heureusement, la Côte d'Ivoire a pu bénéficier d'un financement de la BID et la réhabilitation a commencé. La réhabilitation est très avancée et d'ailleurs, nous avons déjà procédé à l'ouverture du lycée technique de Boaké. Il y a eu la réunion des enseignants et incessamment, les cours vont démarrer. Mais il est évident que les grosses machines
et qui permettent aux élèves de faire leur apprentissage, ces machines-là ne pourront arriver que d'ici la fin du mois de décembre. Déficit d'enseignants à Transua, M. Kouadio. Oui, malheureusement, nous connaissons... Pourtant, vous en avez recruté. Oui, mais c'est vous dire que le déficit était très, très grave. On avait un grand nombre de localités où il n'y avait pas d'enseignants. Nous avons essayé, effectivement, de rattraper cela. Je peux vous dire que même à Abidjan, ici, il y avait des établissements où il n'y avait qu'un seul professeur de philosophie ou un seul professeur de mathématiques pour tout un lycée. Et dans beaucoup de localités, c'était le cas. Nous avons recruté des enseignants, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il reste encore des établissements où nous avons encore quelques déficits en enseignants. Mais nous comptons combler ce déficit parce qu'il faut savoir aussi que depuis 2011, il n'y a pas eu de concours d'entrée à l'école normale supérieure pour former les enseignants. Parce que les enseignants sont formés à l'école normale supérieure et c'est la fonction publique qui les met à notre disposition afin que nous les affections. Donc pour le moment, ce n'est pas fait, mais je peux vous assurer que le concours sera lancé bientôt parce que le ministre de l'Enseignement supérieur s'est engagé à organiser ce concours-là en collaboration avec le ministre de la fonction publique. Dernière question, Madame Traoré de Koumassi, souci pour inscrire ses enfants en ligne, c'est ça? L'inscription en ligne. Il y a beaucoup de problèmes, oui. Madame. Bon, je constate qu'il fallait utiliser ce mécanisme-là essentiellement pour les inscriptions? C'est nouveau. Vous me donnez l'occasion d'aborder cette question. Bon, parce si que vous voulez, réservons ça pour tout à l'heure. Mais j'avais voulu que vous disiez un petit mot et puis après vous allez dans les détails à l'autre pour ne pas la frustrer. Ce que je peux dire à Mme Traoré, voilà. Tout à l'heure, elle a parlé de matricule. Effectivement, pour s'inscrire en ligne, il faut avoir un matricule. Mais il arrive que certains élèves aient des problèmes avec les matricules. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Parfois, c'est parce que l'enfant, en cours de route, si vous me permettez ce terme, change parfois de nom. Parfois, il y en a qui, vous savez, nous sommes en Afrique, hein, il y en a qui... Change d'extrait de naissance. Il y en a qui diminuent leur âge. Diminuent leur âge. Voilà. Sinon, tous les élèves de la 6e... Logiquement, le problème ne devrait pas se poser au niveau des matricules. matricules. Tous les élèves de la 6e ont un matricule. Donc, en principe, celui qui n'a pas de problème personnel ne devait pas avoir un problème pour s'inscrire. Mais en tout état de cause, nous sommes ouverts. Nous avons le service de la DPS, comme nous l'appelons, au ministère, qui reçoit tous ceux qui ont des difficultés afin de leur donner un nouveau matricule. D'accord. Tout à l'heure, nous allons revenir sur l'inscription en ligne avec... là, c'est pour d'autres aspects. Merci d'avoir répondu à la dame. L'instauration de l'approche pédagogique par compétences dans les établissements d'enseignement primaire, l'idée semble diviser pédagogues et parents d'élèves, des parents d'élèves qui en même temps s'interrogent si oui ou non une année scolaire apaisée pourrait se tenir. Francis Boifo. En 2012, la grève des enseignants du primaire et du secondaire a duré plusieurs jours. Elle a failli paralyser l'école ivoirienne. Les grévistes exigeaient à l'État le paiement de la moitié de la bonification indiciaire et le rappel y afférent, le paiement du reliquat de l'indemnité contributive forfaitaire au logement de l'instituteur et le rappel y afférent, le paiement effectif de la deuxième moitié des effets financiers du reclassement indiciaire et le rappel y afférent, le paiement de la deuxième tranche du rappel du CAP. Après plusieurs jours de négociations, des solutions ont été trouvées et l'école a repris. Une partie de la somme exigée par les enseignants a été payée. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a annoncé cette année le reversement intégral de la somme restante aux enseignants en 2014, quand le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan annonce 2015 pour résoudre les problèmes sociaux. 2014 sera-t-il respecté? Difficile de répondre. Un autre problème, le cas des enseignants contractuels recrutés dans l'urgence pour combler le déficit d'enseignants. Seront-ils intégrés plus tard comme fonctionnaires? Sinon, que faire d'eux à la fin de leur contrat?
Des sujets à traiter avec munitie pour éviter des troubles dans le secteur de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Au plan pédagogique, il est de plus en plus question dans les inspections d'enseignement primaire IEP de l'approche pédagogique par compétence. Une approche qui laisse le génie de l'élève s'exprimer sous la médiation de l'enseignant. Si certains pédagogues ivoiriens sont pour l'instauration de cette approche dans l'enseignement, d'autres estiment que son application sur le terrain bute contre des obstacles, dont le manque de formation des enseignants et même la maîtrise du concept par les conseillers pédagogiques. Autre raison, l'effectif pléthorique. L'approche par compétence entraînerait, dans une certaine mesure, des échecs. Soutiennent certaines personnes qui pensent qu'il existe un écart entre ce que l'on apprend en classe et le contenu des évaluations lors des examens de fin d'année. Madame le ministre, avant que Nesmond Delors de Nord-Sud engage la discussion avec vous, comment résoudre la question des effectifs pléthoriques, puisque notre ami en parlait tout à l'heure, 100 élèves par classe, ça c'est l'une des causes des échecs. Mais la solution unique, c'est de construire des salles de classe, tout simplement. Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire a une croissance démographique très élevée, plus de 3%. Et donc, chaque année, ce sont de nombreux enfants qui font leur entrée dans le système scolaire. Et donc, la seule voie, et je dirais l'unique voie, c'est la construction de salles de classe pour permettre justement de désengorger les salles de classe existantes et puis permettre aussi à tout ce flux-là qui arrive de pouvoir avoir un apprentissage dans de meilleures conditions. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir, Madame Nesmond. Vous évoquiez tantôt avec Victorien l'inscription en ligne, donc je vais vous ramener à l'inscription en ligne. Et vous dites que votre département est ouvert par rapport aux difficultés sur les matricules, tout ça. Est-ce que ça veut dire que les parents ont encore la chance de faire inscrire leurs enfants? Quel est le sort des non-inscrits à ce jour? Je voudrais profiter de votre question pour dire qu'à ce jour, nous avons près de 900 000 inscrits sur le million ou le million 2 d'élèves que nous avons au niveau du secondaire. Et à titre de comparaison, les autres années, au moment où on utilisait la méthode manuelle, c'était environ même pas 20 000 élèves qui étaient inscrits. C'est quoi l'inscription en ligne? L'inscription en ligne, il faut le dire, c'est l'une des grandes innovations du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Pourquoi? Nous avons de gros effectifs. Nous avons environ 1 200 000 élèves dans le secondaire. Et par le passé, ces élèves venaient à partir du jour de la rentrée, s'aligner, se faire inscrire manuellement. Évidemment, il y avait une perte de temps. Deuxièmement, cette perte de temps jouait évidemment sur le tas d'apprentissage, puisque les inscriptions pouvaient se faire jusqu'au mois de décembre. Et des enseignants attendaient que tous les élèves soient inscrits avant de commencer le cours, d'où les échecs. Deuxièmement, évidemment, c'est fastidieux. Troisièmement, il faut dire que l'inscription en ligne est un outil de pilotage. Parce que grâce au numérique, aujourd'hui, nous avons des statistiques fiables, ce qui nous permet justement de faire des prévisions, de faire nos planifications, ce qui n'était pas le cas par le passé. Nous, quand nous sommes arrivés dans les différents services, les statistiques variaient d'une structure à une autre au sein même du même ministère. La troisième chose, c'est un outil de bonne gouvernance. Parce que l'inscription, les frais d'inscription s'élèvent à 5 000 francs et la carte d'identité scolaire, 1 000 francs. Donc, l'élève ne doit payer que 1 000 francs. Mais que se passait-il? Il y a des chefs d'établissement qui prenaient jusqu'à 30 000 francs par élève, 35 000 francs. Alors qu'avec l'inscription en ligne, c'est 6 000 francs, rien de plus. Quatrièmement, c'est un outil qui évite l'inscription parallèle. Parce que tous ceux qui sont inscrits, évidemment, il y a une traçabilité. Et je voudrais vous dire aussi si vous permettez, que grâce à l'inscription en ligne, les frais, justement, de ces inscriptions-là sont répartis selon une clé de répartition et tous les bénéficiaires perçoivent leur dû, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et grâce aujourd'hui à l'inscription en ligne,
nous évitons les braquages dans les établissements parce que la période de rentrée, la période d'inscription était la période où les bandits venaient agresser nos collaborateurs, nos collègues dans les établissements parce que, comme ils l'ont dit, à Benjerville, où ils ont demandé les frais d'inscription. Donc, c'est un outil innovant, c'est un outil de bonne gouvernance parce que grâce à ça, il y a une traçabilité et c'est surtout un outil de pilotage. Donc, l'inscription en ligne, contrairement à l'inscription manuelle, cela se fait par plusieurs moyens, soit avec un ordinateur, mais surtout avec le téléphone portable et partout où l'on se trouve. Donc, facile, rapide. Et je suis même heureuse, s'il vous plaît, je suis heureuse que depuis que nous avons utilisé cette méthode, beaucoup de structures aujourd'hui en Côte d'Ivoire utilisent l'inscription en ligne. Et je crois même savoir qu'à l'ISTC, je crois que c'est la méthode utilisée dans beaucoup de départements ministériels. Oui, madame, au fait, la question était de savoir le sort des enfants qui ne sont pas encore inscrits. Est-ce qu'ils ont encore de la chance? Oui, on ne va pas les radier? Non, non, pas du tout. Écoutez, nous sommes là pour j'ai l'impression même que la menace a été bien perçue parce que quand vous donnez le chiffre en question... Parce que vous faites une ouverture en disant que les difficultés de matricule, on peut venir au ministère, on peut venir dans vos services. Est-ce que ça veut dire que l'inscription peut se poursuivre? Mais l'inscription se poursuit. D'accord. Je voudrais vous dire que le premier jour, le taux que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le taux que nous avions le 16 septembre. Donc, chaque jour, l'inscription en ligne se fait. Et donc, mais vous savez, nous avons, bon, ce n'était pas des menaces, mais nous voulions sincèrement que l'école puisse reprendre le plus rapidement possible pour donner un temps suffisant d'apprentissage à nos élèves, afin qu'ils soient prêts en fin d'année pour aller en classe supérieure pour ceux qui sont en classe et dans les classes intermédiaires, et ceux qui vont aux examens pour qu'ils puissent avoir de bons résultats. On voit que l'instauration de l'inscription en ligne, justement, pour lutter contre la fraude avec les recrutements parallèles, et 321 bacheliers fictifs découverts vendredi dernier, après les travaux de la commission d'harmonisation et d'orientation pour l'orientation des nouveaux bacheliers dans les universités publiques. Comment ils sont passés dans les mailles alors qu'on lutte contre la fraude au ministère? Non, ces bacheliers-là ne font pas partie des bacheliers de l'année 2013. C'est certainement des Ivoiriens qui ont dû se faire de faux diplômes et se faire passer pour des bacheliers. Je peux vous dire que le système que nous avons mis en place au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, justement, c'est un système qui lutte contre la fraude. Parce que, voyez-vous, nous tenons à ce que notre système éducatif se crédibilise. Nous voulons que nos diplômes soient crédibles, que ces diplômes-là soient reconnus partout dans le monde. Et c'est pour cette raison que nous menons cette lutte acharnée contre la fraude. Donc ces faux diplômes ne viennent pas du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Vous ne les reconnaissez pas, d'accord. Vous prenez l'environnement apaisé, mais le feu couvre quand même. Dans l'élément tout à l'heure, on a parlé des enseignants contractuels. 3000 enseignants contractuels, après 4 mois de contrat non renouvelé, et ils poursuivent les enseignements. Quel est leur sort? Ils ont le sentiment d'être employés au noir. Ce soir, ils nous écoutent, ils sont nombreux à nous écouter, Madame le ministre. Qu'est-ce que vous réservez à ces contractuels? J'avoue que j'ai reçu beaucoup de mails de ces groupes-là. Alors, cherchez à les rassurer. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais bon. Nous les comprenons. Je salue les enseignants contractuels, tout comme je salue tous mes collègues enseignants. Je voudrais d'ailleurs profiter pour dire que effectivement, ces enseignants contractuels ont été recrutés sous contrat pendant 4 mois. Le contrat a été renouvelé jusque-là. Mais il faut dire que c'est vrai. Le contrat a été renouvelé combien de fois? Le contrat a toujours été renouvelé. Ils sont... Mais c'est pas ce qu'ils disent. C'est pas ce qu'ils disent. Jusqu'en fin d'année, jusqu'en fin d'année, ils étaient sous contrat. La preuve, ils ont continué de travailler. Et ils ont continué de percevoir des pécules. C'est parce qu'ils étaient toujours sous contrat. Mais je voudrais vous dire ici qu'effectivement, à un moment donné de l'année, surtout en fin 2012, nous avions présenté une communication et surtout, nous avons entamé des discussions avec le ministre de l'économie et des finances d'alors et le ministre de la fonction publique pour discuter du sort que l'on devait réserver
aux enseignants contractuels. Et je peux faire cette confidence ici. Nous étions sur le point, le gouvernement était sur le point d'intégrer ces enseignants-là au niveau de la fonction publique. Malheureusement, cela a coïncidé avec une série de grèves. Et il est évident qu'au moment où on parle de grève, on ne pouvait pas effectivement statuer sur leur cas. Mais je peux vous dire que la discussion est en cours. Je voudrais qu'ils gardent espoir. Je ne veux pas... Vous êtes en train de donner la garantie que la situation va changer. Ce sont des jeunes gens qui nous ont donné entière satisfaction. Je peux dire que leur contribution dans le relèvement des résultats a été appréciable. Et donc, ils nous ont donné satisfaction. Et nous, enfin, je ne veux pas... Il y en a qui ont abandonné leur poste au privé pour venir enseigner, pour venir contractuel avec... Mais je voudrais les rassurer. Honnêtement, je voudrais rassurer ces enseignants contractuels, comme j'ai dit. Ceux qui sont partis aussi, il ne faut pas qu'ils reviennent maintenant. Hein. Ah bon, il y en a qui sont partis? Oui, il y a certains qui sont partis. Ah bon, d'accord. Bon, ben, ceux qui sont restés... J'espère qu'un recensement sérieux va se faire. Je voudrais qu'ils sachent que le gouvernement est en train de réfléchir donc, avec le ministre de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances. Je voudrais qu'ils gardent espoir. C'est tout ce que je peux dire. Excuse-moi 2 minutes. Puisqu'on est sur ce point, j'ai reçu un mail de l'un d'entre eux qui dit qu'ils sont victimes d'affectation jugée un peu arbitraire à 2 jours de la rentrée. Est-ce que vous êtes au courant? Il s'est posé aussi la question, si vous êtes au courant. Les enseignants contractuels? Oui. Ah non, je n'ai pas cette information. Bon, voilà, mais donc, je vais vérifier avec les services. D'accord, Madame le ministre, pour poursuivre. Est-ce que les enseignants sont concernés par l'augmentation salariale annoncée pour 2014, en dehors justement des 25% restants de la bonification? Ben, je ne parlerai pas à la place du ministre de la fonction publique. Vous êtes membre du gouvernement? Oui, je suis membre du gouvernement. Je sais que le président a promis une augmentation de salaire pour les fonctionnaires. À ce que je sache, mais ce sont des fonctionnaires. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. À ce que je sache, les enseignants sont des fonctionnaires. Mais comme je le dis, je ne parlerai pas à la place du ministre ni du ministre de la fonction publique, encore moins à la place du chef du gouvernement, le Premier ministre. D'accord. Bon, les enseignants sont des fonctionnaires, donc la question n'est pas encore résolue. On ne sait pas concrètement. Mais les Anglais disent wait and see. On sait, par exemple, pour les médecins, que c'est clair, 2014, pour les enseignants, ils n'ont pas encore la réponse. Et on supposait attendre des réponses du ministre. Mais vous n'aurez pas cette réponse-là aujourd'hui. Ah, désolé. Désolé alors. Madame le ministre m'a présenté un peu sur la gestion des grèves. En tout cas, il vous est reproché votre silence lorsque le Rassemblement des enseignants républicains tentait de briser la grève de l'intersyndicale du secteur éducation-formation, alors que vous prônez la dépolitisation de l'école. Alors, que renferme le thème de dépolitisation de l'école? Qui est concerné? Les élèves, les enseignants? La première réforme que nous avons appliquée au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'était ça. La dépolitisation de l'école, surtout l'interdiction d'activités politiques par les élèves. Parce que, comme je l'ai dit, l'école, c'est le lieu d'apprentissage par excellence. Et je voudrais dire que nous avons pris cette mesure à la suite d'un séminaire que nous avons organisé avec des enseignants, mais surtout avec des parents d'élèves. Et donc, c'était l'une des recommandations de ce séminaire-là. Et nous ne regrettons pas du tout d'avoir pris cette mesure. La preuve, aujourd'hui, les enfants vont à l'école dans un climat apaisé, dans un environnement. Mais au niveau des enseignants? Les enseignants sont des adultes, parce que l'argument que nous avons avancé, c'est que pour mener des activités politiques ou syndicales, il faut être majeur. La majorité en Côte d'Ivoire, c'est 21 ans. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez le vérifier, les élèves les plus âgés dans nos établissements, c'est quoi? C'est 18 ans, 19 ans. Vous avez même des élèves de 14 ans en terminale aujourd'hui. Donc nos élèves sont jeunes. Alors, par contre, les adultes, les enseignants qui sont des adultes, ont le loisir de faire de la politique pour celui qui veut, mais nous suggérons à nos collègues enseignants d'éviter de mener des activités ou de faire des réunions politiques dans les établissements, au sein de nos établissements. En dehors de cela, ils ont la liberté
c'est des citoyens ivoiriens, donc ils ont la liberté de faire de la politique. Alors justement, dans ce cas d'espèce, ce sont les draines, les établissements de Yamsokro, Boaké, Daloa et Koumassi qui ont été sillonnés. Et souvent, il y a des grincements dedans. On se dit, comme le RDS est votre parti d'origine, vous avez accepté. Ça aurait été le cas s'il s'agissait des enseignants, pardon, et d'autres formations politiques de l'opposition. D'abord, je n'ai pas été informé de ce dont vous parlez, c'est-à-dire la tournée des enseignants républicains. Oui, oui. Donc, je n'ai pas été informé. Et à ce que je sache, les grèves ont eu lieu. Il y a eu plusieurs grèves l'année dernière. Donc, vraiment, je n'ai pas été informé. D'accord. Madame le ministre, les parents d'élèves pleurent. Les kits scolaires ne sont pas toujours distribués à temps dans les villages reculés. C'est vrai que tout à l'heure, vous évoquiez le lancement des kits scolaires. On a l'exemple de Touba, où même jusqu'à hier, on était encore au téléphone avec un parent d'élève qui pleurait pratiquement au téléphone. Et les parents sont obligés de payer parce que les kits arrivent presque en retard. Et ça sabote vraiment la gratuité de l'école. Comment remédier? Et puis, il y a aussi la cherté des fournitures. Oui, oui. Bon, je vais commencer par la première question. Je voudrais simplement informer que cette année, le gouvernement, je dirais le président de la République, parce que c'est dans le cadre du PPU que cela est fait, le président de la République offre plus de 2 800 000 kits à l'ensemble des élèves des écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire. La distribution a commencé depuis le 16. Évidemment, la Côte d'Ivoire est un pays vaste, mais je peux vous dire, au jour d'aujourd'hui, il y a le 16 septembre. Depuis le 16 septembre. D'ailleurs, c'est nous qui avons fait le lancement. Mais madame, pourquoi on ne peut pas anticiper? La rentrée, c'est le 16 et on commence à distribuer les fournitures le 16. Mais vous savez... Ça pose ce problème de la liste des fournitures. On attend à la rentrée pour sortir une liste de fournitures. C'est difficile. Vous savez, je vais vous expliquer un peu la procédure. D'abord, depuis le mois de mars, nous avons lancé un appel d'offres. Les opérateurs ont été désignés. Les opérateurs ont fait les kits. Les opérateurs, nous avons demandé aux opérateurs d'attendre la rentrée, la reprise du travail par les administratifs. Et cela a eu lieu le 2 septembre. C'est à partir du 2 septembre que les opérateurs ont commencé à mettre à distribuer les kits dans les draines. Et les draines envoient les kits dans les IEP. Et au jour d'aujourd'hui, sur la quarantaine de draines que nous avons, les kits ont été distribués dans près de 35 draines. Mais comme je vous l'ai dit, la Côte d'Ivoire est vaste et parfois ce n'est pas facile de circuler compte tenu de l'état des routes. Mais je peux vous assurer que les kits seront totalement et entièrement distribués à tous ces élèves d'ici la fin du mois. Mais à titre de comparaison, je voudrais vous dire qu'avant avant 2011, les kits non seulement étaient distribués en quantité insuffisante, mais ces kits étaient distribués jusqu'en janvier, février, jusqu'à parfois au mois de mars. Donc, vous savez, nous faisons des efforts et nous allons prendre en compte vos observations et essayer d'améliorer. Notre souhait, effectivement, c'est que tous les élèves puissent avoir leur kit le jour de la rentrée. Madame le ministre, pour passer de l'instituteur adjoint au statut d'instituteur ordinaire, dernière question. Justement, les maîtres se plaignent d'être rackettés par les inspecteurs pendant l'examen du certificat d'aptitude pédagogique. Vous êtes informé du phénomène qu'on caricature dans le milieu, on parle de mouton pédagogique. Qu'est-ce qui est fait pour y mettre fin? Mais des sanctions lorsque nous sommes informés. C'est vrai quelle attitude devraient avoir les instituteurs qui sont objets de ce racket-là? Mais je voudrais demander à tous ces instituteurs-là, évidemment, de ne pas céder au chantage. L'inspecteur n'a pas à réclamer quoi que ce soit. Ça fait partie de sa mission. Et donc, il est payé pour ça. Donc, je demande que les enseignants, vraiment, non seulement n'acceptent pas ce chantage, mais je les encourage, je les exhorte même à nous prévenir, à nous informer justement de ces cas-là.